Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence, 7e webconférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation, un cycle de 11 conférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE qui a débuté le 29 mars dernier. Ce cycle se déroule donc du 29 mars au 31 mai. Il sera ponctué au final par une table ronde virtuelle ce 31 mai prochain. L'objectif de ce printemps de la recherche est de promouvoir et de mettre en évidence les apports des recherches en éducation et leur lien avec la formation des enseignants et personnels d'éducation. La thématique de cette 7e édition du printemps de la recherche est développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. En vous inscrivant à cette webconférence, et si vous aviez déjà été inscrite à d'autres précédentes, vous êtes automatiquement inscrit à l'ensemble du cycle. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos rendez-vous sur le site du réseau des INSPE, bien entendu, ainsi que sur la page dédiée sur vk.fr. N'oubliez pas qu'au cours de cette webconférence et de toutes les autres d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct à nos intervenants. Vous utilisez pour cela le petit onglet chatter qui se situe à droite de votre écran dans la petite interface de notre logiciel de diffusion. Profitez pleinement de cet espace d'interaction et d'échange en direct. Ce déjà 7e rendez-vous du printemps de la recherche en éducation est consacré aujourd'hui à la didactique académique de l'éducation artistique, en moyen et lieu d'apprentissage de la soumission ou de la non-réflexivité. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Guirard. Vous êtes maître de conférence en musicologie à l'Université d'Orléans et chercheur permanent de l'Observatoire musical français, Université de la Sorbonne Paris 4. Et Madame Geneviève Guethem, vous êtes maître de conférence en arts plastiques à l'INSPE Centre Val-de-Loire. Vous serez la modératrice de cette conférence et c'est donc vous qui serez l'interface avec notre public et qui recevrez les questions en direct. Merci infiniment au réseau des INSPE pour leur confiance accordée à VK. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous et à tous. Madame Guethem, c'est à vous, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bienvenue à Laurent Guirard et à tous ceux qui nous écoutent. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps à une présentation puisque Laurent Guirard va lui-même donc présenter son travail qui se rattache à des approches à la fois socio-anthropologiques et socio-historiques des acteurs et humains et institutionnels liés à l'éducation musicale. Plutôt que de prendre trop de temps sur la conférence, je vais le laisser commencer tout de suite. Laurent Guirard, l'espace est à toi. Voilà, merci Geneviève. Bon, oui, alors effectivement, l'OMF est un très beau groupe de recherche qui a été fondu Big is Beautiful dans un autre groupe qui s'appelle l'IREMUS aujourd'hui. Et bon, le groupe de recherche auquel je participais jadis, le groupe de recherche en sciences de l'éducation musicale de Jean-Pierre Mialaré, a peut-être évolué, enfin n'est plus tout à fait exactement le même. Donc c'est juste pour rectifier la présentation par rapport à l'OMF qui n'existe plus depuis 10 ans, mais c'est ma faute. Voilà. De ne pas avoir mis à jour la chose. Donc effectivement, je vais bien sûr parler non pas d'éducation artistique, mais d'éducation musicale. Même si les choses se recoupent, je n'ai pas forcément la compétence pour parler de l'ensemble de l'éducation artistique. Il y a déjà pas mal de choses à faire en éducation musicale. Alors je vais vous proposer un petit début. Un début, comment dire, qui m'a plongé dans une profonde angoisse parce que à chaque fois, on pense faire le propos préliminaire, vous voyez, les prolégomènes à l'introduction de la façon dont on devrait penser les choses. Évidemment, ça ne marche pas. C'est source d'immense angoisse et on s'y perd. Donc aujourd'hui, finalement, j'ai choisi de faire une pirouette, c'est-à-dire plutôt une performance artistique où je vais faire tenir ce que je vous indique en haut de l'écran en quelques minutes, voire une grosse dizaine de minutes, en disant quelque chose qui pourrait endormir les gens. Vous voyez, on commence souvent par dire qu'en musique, le référent est immense. J'ai fait exprès de rétrécir les caractères.
Mais évidemment, la musique, elle est universellement présente dans le monde, mais elle n'est absolument pas universelle. Toutes les formes de musique sont présentes mais différentes, et on n'aime pas trop dire ça. La musique, elle parle dans sa propre langue, donc à moins que vous soyez en cours d'harmonie à faire plong-plong sur un clavier, bah, vous ne répondez pas en musique, vous répondez dans un langage qui est très étranger à la musique, qui est déjà un métalangage, qui est déjà peut-être une sorte de commentaire, une herméneutique de l'objet musical. Vous êtes dans quelque chose d'autre, qui est la raison verbale, qui bien sûr est très présente en éducation musicale et qui n'est pas souvent bien comprise, puisque il vient toujours un moment où on laisse place à la musique et où cette explication verbale disparaît et est dévalorisée. Donc, évidemment, on pourrait dire aussi qu'on voit la musique par rapport à des grilles, par rapport à des filtres, comme disait Antoine Aignan. Il n'y a pas de musique, il n'y a que des montreurs de musique, donc qui montrent la musique, qui vous l'apportent. C'est terrible parce qu'en plus, des fois, ceux qui vous l'apportent, eh bien, on ne les voit pas et on ne veut pas les voir. Et puis, ils changent. Par exemple, avant, il y avait des médiateurs comme chez Anne-Marie Green, puis aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont extrêmement, peut-être la pointe de l'intelligence, soit de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui vous permettent de voir statistiquement ce que des milliers de personnes ont vu après vous, après votre visionnage de tel ou tel morceau, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau et de possiblement intéressant, mais de très difficile pour la position de médiateur musical, comme disait Aignan. Donc on pourrait continuer la chose en disant qu'il y a effectivement plein de croyances, qu'il y a plein d'idéologies, qu'il y a plein de besoins de protéger ces croyances, ces voiles, ces risques d'explication scientifique mais désacralisante ou désenchanteresse de l'objet musical. Et évidemment, si je commence par là, bah, ça marche pas, quoi. On s'y perd, je vous ennuie, et cette affaire de sens critique ne se pense pas volontiers. Donc, le problème qui nous touche aujourd'hui, c'est de faire le lien entre le haut et le bas de l'image, vous voyez, entre tout ce qu'on pourrait dire sur la musique de façon scientifiquement crédible, et puis tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en voit, et qui pose problème du point de vue de l'esprit critique. Alors évidemment, la question, c'est que est-ce qu'on va trouver une parole réfutable au sens popérien, négociable au sens de Brunner, vous voyez, qui dit que l'école est un lieu où la raison du plus fort est remplacée par la parole négociable qu'on argumente, qui répond à la question du maître, qui dit toujours pourquoi est-ce que tu as trouvé cette réponse, pourquoi est-ce que tu dis ça plutôt que ça, vous voyez. Donc la façon dont on fait marcher ça en musique, peut-être en art, mais au moins en musique, est éminemment difficile et évidemment faute d'autorité explicative fonctionnelle, on va dire. Que deviennent les prescriptions éducatives et que deviennent leurs contributions à éclaircir cette pratique massive, populaire, universelle, déterminante pour nos sociétés et pour nos corps et pour nos âmes et pour nos pensées et pour nos identités, qu'est cette pratique musicale. En d'autres termes, comment répond-on à une question classique des épistémologues, qui est celle du dinosaure contre le petit Jésus? Hein, dit papa, qui c'est qui était avant? Est-ce que c'était les dinosaures? Est-ce que c'était le petit Jésus? Effectivement, si vous restez dans une frise chronologique classique de l'école, ça ne va pas le faire, puisque vous avez bien sûr deux objets qui sont dans des champs explicatifs, sémantiques, totalement différents. En musique, on a des questions qui pourraient se poser du même ordre. Pourquoi est-ce que j'ai tel sentiment avec telle musique? Pourquoi est-ce que le pouvoir a utilisé la musique pour faire des fêtes, pour faire du beau, pour faire de l'initiation et de l'élite aussi? Pourquoi est-ce que la distinction bourdieusienne existe en musique? Comment on s'en sort? Quelle est son action en collège? Donc ici, le gros problème qui se pose, c'est d'arriver à faire parler les gens ensemble. Alors Bruno Latour disait dans son bouquin sur les modes d'existence qu'il fallait essayer de maintenir une relation diplomatique entre les scientifiques qui, hélas, sont forcés au progrès des connaissances liées à la division du travail, quoi. Ils arrivent dans des champs qui sont de plus en plus difficiles à maîtriser par un honnête homme comme celui du XVIIIe siècle. Et ils se causent plus. Et en musique, précisément, leur absence d'échange pose problème parce que la musique fait marcher tout ça ensemble. Et si on fait de la sociologie sans faire de la psychologie, sans faire de l'anthropologie ou de l'ethnomusicologie, ça marche pas. Si on fait, par exemple, enfin, je prendrai des exemples. Et les gens qui font ça, vous voyez, les Bernard Lahire, par exemple, qui nous parlent de l'illettrisme, qui nous parlent de la fabrique du beau dans tout le réseau institutionnel
qui organise la cote d'un tableau, qui nous parle des dissonances culturelles, de l'identité des individus qui seront capables d'aimer aussi bien Dalida que Beethoven ou Nono. Ces gens-là sont relativement peu représentés, non seulement en musique, puisque la socio de la musique se fait globalement ailleurs, hein, elle se fait avec Pierre-Michel Menger, elle se fait au Collège de France, elle se fait le HESS, elle se fait avec Antoine Aignan, je ne vais pas tous les passer, elle se fait avec Bigan en psycho en Bourgogne, elle se faisait avec Humberti et Française à Nanterre, elle ne se fait pas en musicologie. La musicologie n'unifie pas tous ces discours scientifiques qui interrogent la musique à partir des sciences humaines et sociales, et ça, pour des raisons qui seraient utiles de questionner quand il est question de faire de la réduction didactique, de la transposition didactique extrême pour arriver à déterminer une prescription, hein, sachant que l'explication et la prescription, ça fait pas forcément bon ménage. Donc, je vais vous proposer ici une pirouette. Et puis après, cette pirouette dans laquelle je vais essayer de voir comment on accepte ou pas la perte explicative et le réductionnisme scientifique qui permet d'augmenter le sens critique et qui permet d'avoir une autorité de savoir ou au moins d'avoir un critère de validité des explications qu'on pose, je vais vous faire on va dire une petite pirouette, une petite performance, et c'est le seul moyen que j'ai de régler la question. Pendant des jours et des jours, pendant des années même, j'ai essayé de faire tenir les choses ensemble. Finalement, ça relève plus du spectacle, de la performance que du savoir qui se dit, quoi. Et ça, c'est bien un problème parce que finalement, jouer sur scène, vaincre le trac, maîtriser son instrument de façon à en tirer le meilleur à un temps T, c'est aussi ce qu'on apprend en musique, vous voyez, et pas simplement la sécurisation des savoirs accumulés. Et cette chose-là ne réapparaît pas forcément dans l'objet de l'éducation musicale. Donc ensuite, je poserai la question clé finalement qui est celle de la pratique. C'est-à-dire que tout ce bazar épistémologique très difficile, on pense s'en échapper à travers une volonté de pratiquer, de musiquer, mais on ne se dispense pas pour autant de parole, et cette parole est généralement incriticable. Donc on définit une pratique, hein, et quelle pratique? Pourquoi est-ce que c'est pas, on va revenir fortement là-dessus, la pratique quotidienne, ordinaire de la musique, mais c'est une pratique qui est très liée aux pratiques de concert, donc qui sont une forme spécifique de musique. Et bon, finalement, pourquoi est-ce qu'on va arriver finalement à résoudre ce problème de la difficile parole sur la musique par une question pratique? Alors, je vous ai mis en bas des âneries, hein, je vous ai mis des trucs qui sont dans le moment capables de faire frémir les gens au regard de l'esprit scientifique. Je vous ai mis par exemple au milieu le fameux Mozart Effect avec des réponses qui sont plus ou moins convaincantes. J'ai trouvé un truc très chouette pour préparer cette conférence, c'est la musique sur la vigne. L'effet de la musique sur la vigne à travers une société qui a trouvé un raisonnement scientifique, enfin comment dire, qui a produit une espèce de raisonnement argumentatif qui est très patascientifique, comme on disait le collège de pataphysique de Vian, mais qui finalement ramène bien sûr de la musique, fait rêver les musiciens. C'est pour ça que je vous ai mis la petite clé de sol avec des choses qui correspondraient à des particules élémentaires. Puis je vous ai mis aussi un homme qui parle, hein, qui est très convaincant, qui dit ici de redoutables âneries, mais c'est pas un procès ad hominem, mais qui va soutenir cette idée de la musique qui fait beaucoup de bien aux vignes, parce que cette idée elle-même nous fait du bien, et sa forme d'argumentation est tout à fait exemplaire, c'est-à-dire que on parle, on peut dire ce qu'on veut, on dit des choses qui sont volontiers séduisantes, qui font du bien, qui sont des croyances qu'on ne va pas chercher à les montrer, puis à un moment, pouf, on tire la nappe et on fait de la pratique, et finalement, c'est sur la pratique qu'on juge. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, par exemple, il y a une chanson en bas à droite qui a eu un grand succès chez Alain Finkielkraut, qui est le Don't Like de Médine, que je vous conseille d'écouter, parce que c'est vraiment assez cœur de cible de ce qu'on peut faire de pire en prêche, on va dire. Mais c'est à oublier que le prêche, que le prêche a existé en musique, que la musique est arrivée sur les textes liturgiques pour éviter qu'on pense à autre chose en les disant. Et, c'est oublier aussi que vous ne connaissez pas forcément les paroles de Billie Jean, de Michael Jackson, parce qu'on s'en fout finalement. Mais ça n'empêche pas la dangerosité de ce genre de gloubi-boulga de millefeuille argumentatif. Et d'ailleurs, vous avez juste au-dessus une petite image que j'ai prise dans Conspiracy Watch qui vous parle d'un rap qui dénonce, vous voyez, qui est encore mieux que Hold Up.
Donc là, on peut peut-être se poser la question de la valeur de l'esprit critique, enfin de la contribution de l'éducation musicale à l'esprit critique chez des enfants d'âge scolaire. Alors, bon, j'aurais pu vous prendre autre chose, hein. J'ai pris, on peut prendre Tomatis. Tomatis, c'est un bel exemple aussi de la façon dont on est science et musique. Par des explications globalisantes, par des choses qui répondent à des problèmes. Vous voyez, Tomatis explique pourquoi les arts, explique pourquoi les troubles scolaires, et en même temps, sa méthode est loin d'être idiote, elle est bien sûr loin d'être prouvée, et puis c'est une méthode, mais c'est pas une méthode scientifique, c'est pas quelque chose qui relève de ce qu'on promeut dans l'esprit critique, qui est la traduction en hypothèse testable de son argument. Voyez, et pourtant ça plaît, et pourtant ça marche, et pourtant c'est ce que j'ai entendu en premier quand je suis arrivé au collège. Donc, pour reprendre cette figure qui est assez bien faite de la définition de l'esprit critique, dans la conférence de Nicolas Gauvry, on avait une confirmation de l'intérêt de cette chose qui est finalement un résumé de la façon dont les enseignants pensent l'esprit critique, que vous retrouverez sur le site EduScol. Eh bien, on retrouve des critères qui correspondent assez mal à ceux qu'on utilise en musique. Vous voyez, il y a la question d'évaluer l'information qu'on reçoit. L'information qu'on reçoit en musique, elle est figurée sur la partie droite de ces petites images. Elle va être, qu'est-ce que c'est que l'oreille? Et puis on va vous répondre ce que c'est que l'oreille, puisqu'on ne va pas laisser ça en suspens. Mais on ne va pas vous répondre bien. On va vous répondre à travers des questions de physiologie et d'acoustique qui sont évidemment assez peu capables de décrire un produit aussi humainement constitué qu'est la musique, hein. Oh, musical is man, disait l'ethnologue John Blacking. La musique, c'est l'homme. Vous touchez un petit peu de l'homme, il y a de la musique tout le temps. Vous touchez un peu de la musique, l'homme apparaît tout le temps. Et évidemment, il rêverait que ce soit la nature, mais ça ne marche pas. Donc, on va vous expliquer l'oreille, non pas dans ce qu'elle est, c'est-à-dire une forme tribale de vérification d'identité organisée autour d'un code graphique et donc d'un rapport scriptural, scolaire aux savoirs musicaux. On va vous interroger sur, on va vous expliquer qu'il y a un tympan, qu'il y a une trompe de stage qui se bouge, qu'il faut faire gaffe, que les cellules de cortine ne se renouvellent pas. Enfin, on va vous matérialiser l'oreille, mais on ne va rien vous en dire. Pareil pour le cerveau, à part que le cerveau est une chose encore plus compliquée, bien sûr, que ce tout petit début du codage tonotopique ou temporel des informations sonores. On va vous raconter plein d'idéologies, on va vous, bien sûr, puisqu'on a parlé d'oreille, on va vous parler d'oreille absolue, et puis on va aller discuter de cette chose qui n'est pas foncièrement intéressante du point de vue de l'éducation musicale, qui est assez bien connue, mais ça intéresse, ça vend, ça intéresse le milieu musical. On va vous parler, bien sûr, évidemment, de la musique dans la façon dont on l'attrape depuis le plus ancien temps, c'est-à-dire on va vous parler de la partition, on va vous parler de la musique telle qu'elle s'écrit. Mais la musique telle qu'elle s'écrit n'est pas la musique. Vous voyez, par exemple, on va vous expliquer dès l'école les 4 paramètres du son, la durée, la hauteur, l'intensité et le timbre, ce qui correspond assez peu à la perception réelle telle que, bon, je sais pas, Gray Gordon, Gray Wessel l'ont étudié, qui parlera plus de distribution spectrale, de rugosité, de choses qui ne sont bien sûr pas ces caractéristiques, qui sont des caractéristiques de la musique réduite à sa visualisation partition, on va dire. Donc on va vous parler d'acoustique, on va vous parler de physiologie, on va vous parler surtout de ça parce que, et c'est là vous voyez que les autres explications qui sont volontiers ennuyeuses apparaissent parce qu'il y a un besoin de naturaliser des pratiques. De naturaliser des pratiques culturelles et bon, toute culture, ça on sait depuis Durkheim, se construit en naturalisant ses emblèmes, c'est-à-dire que si on a besoin d'un emblème pour qu'un groupe social prenne conscience de son identité, eh bien cet emblème, on va essayer de ne pas l'expliquer par ce qu'il est, c'est-à-dire une construction humaine périssable, peu pérenne, on va l'expliquer par de la pensée magique. Et évidemment, la musique collabore, contribue, s'explique aussi par cette chose-là. Donc on va avoir une musicologie qui sera plus acoustique et physiologie que sciences humaines et sociales, et donc on va avoir des outils pour penser la musique qui seront assez peu fidèles aux connaissances procédurales qui sont mises en œuvre. Et là, on peut aller jusqu'à des questions de perception auditive, mais
Enfin, voilà, cette question, je ne vais pas la développer maintenant, elle est assez vaste. Voilà. Donc, autre point, pour penser à cet esprit critique, il y a une chose qui apparaît dès 68, qui est la réponse de Marcel Landowski dès le 3 mai 1968, je ne sais pas si on le voit, où il indique que les disciplines de la sensibilité sont aussi importantes pour la formation d'un homme que les disciplines de la connaissance. Donc cette espèce de rivalité sensibilité-connaissance, déjà, elle est un petit peu bizarre, puisque bon, la connaissance, c'est aussi une affaire de corps, c'est aussi une affaire d'institution, c'est aussi une affaire d'individu. Et puis la sensibilité, est-ce que ça parle? Est-ce que ça prend forme, vous voyez? Donc cette opposition qui fabrique une matière compensatoire est quand même celle qui est encore au jour présente, avec bien sûr des effets de bascule, mais ça débouche 10 ans plus tard sur une espèce de phrase culte qui est « sentir d'abord, comprendre ensuite, apprendre enfin ». Bon, ça met encore 10 ans à être mis en pratique et à trouver des documents d'application. Preuve que c'est assez difficile à mettre en texte, la musique. Preuve aussi qu'il y a là une didactique qui est une didactique qui devient purement incantatoire. C'est-à-dire qu'on va dire les mérites et les bienfaits de la musique sans forcément vouloir les expliquer et les comprendre, et en déléguant leur actualisation à tout un corps de personnes qui portent de façon plus ou moins militante une bonne parole, ce qui pose quand même pas mal de difficultés du point de vue de l'esprit critique. Dans ces idéologies, on va retrouver bien sûr l'idée du subjectivisme irréductible du fait musical, l'idée du fait que chacun va proposer sa lecture du monde, puisque la beauté est dans l'œil du spectateur, chacun va proposer donc son interprétation. Et ces interprétations, finalement, n'ont pas grand-chose à voir avec les interprétations qu'on promeut dans cette figure du sens critique. La modestie, j'en parle même pas, vous prenez un panthéon de chefs-d'œuvre dans la figure quand vous étudiez, de chefs-d'œuvre et de techniques. C'est difficile et comme disait Valérie, les musées sont très odieux aux artistes parce qu'ils viennent piquer des ruses de guerre, mais ils viennent aussi y souffrir. Donc voilà, je vais revenir un peu là-dessus. Je vais vous proposer ma petite pirouette, ma petite blague sur l'histoire de l'épistémologie musicale. Alors évidemment, je vais commencer par le commencement, par l'apollinien et le dionysiaque. L'Antiquité ne tranche pas. L'Antiquité tranche bien sûr en disant que bon, Apollon est le dieu de l'intelligence, de la musique, de la beauté, mais la musique est également très humaine, très violente, très dionysiaque, très bachique aussi. Et l'argument du jugement de Midas, c'est que la lyre d'Apollon peut être retournée, on peut jouer quand même, alors que le los double de Martias ne peut pas être retourné. Bien sûr, il y a un côté définition du beau par des affaires de proportion, mais il y a aussi le refus de trancher sur la musique du corps, la musique de l'esprit. Or, le dualisme platonicien qui arrive après, qui va être très fort dans cette lecture christianisée de l'Antiquité, va être celui de la tripartition de Boèce. Je vais très vite, mais c'est important parce que ça détermine encore toute une série d'états de fait qui amènent, qui sont inquestionnables, qui sont invisibles même, et qui déterminent beaucoup notre pensée musicale. Et qui sont très intéressantes par ailleurs pour penser comment on parle de quelque chose qui est pratique, qui est performatif, qui est aphone, comme la pratique musicale. Donc, dans la petite figure de gauche, vous voyez ici 3 cases. Alors, la musica mundana, la plus haute, la plus formidable, la plus extraordinaire, qui fonctionne avec un principe de mimésis l'unissant à la marche des sphères et des astres mouvants. Donc, vous avez vraiment une musique pure, mais bien sûr, comme nos sens sont corrompus, on ne l'entend pas. Problème. Donc il y a une sacrée référence forcément invisible parce que tellement purifiée qu'elle ne peut pas s'actualiser. Là, on pointe quand même une question qui est très intéressante jusqu'à l'esprit du petit gamin d'école. Qu'est-ce que c'est que la purification? Qu'est-ce que c'est que créer un ciel des idées pures? Et là-dedans, vous voyez, quand on traite de ces questions cuisantes que sont le rapport religieux, on a certainement des choses à dire du point de vue de l'histoire de la musique. Mais après, il faut les dire. Et comment? Point central, c'est la musica humana. Si vous faites bien ce qu'il faut faire, vous pouvez éventuellement accéder via l'écrit, bien sûr, qui apparaît à cette époque de Guy d'Arezzo, inventeur de notre gamme,
ou de Courant Laxis, vous allez pouvoir éventuellement accéder à quelque chose qui est en rapport avec cette musique des sphères, mais qui surtout rejette celui qui est en bas, c'est-à-dire la musique instrumentale. Hein. Là, on vous dit bien, non, il ne faut pas le faire. Or, ici s'introduit un rapport au savoir très particulier, un régime d'abord initiatique, mais surtout grapho-centré, qui dit, en recitant d'Arezzo citant Boès, la distance entre le cantor et le musico est immense. Le premier chante, le second sait ce qui constitue la musique. Celui qui met en œuvre ce qu'il explore mérite d'être ravalé au rang de l'animal. Seulement ici, vous voyez, c'est bien par l'écrit, c'est bien par la théorisation, par l'écrit qui sert à théoriser, autant qu'à transmettre, hein, les deux ne sont pas si facilement séparables. L'écrit sert à penser la musique, l'écrit sert à nommer la musique, et donc l'écrit, nomination égale domination, sert à dominer la musique. Et sert aussi à installer un public, enfin comment dire, une sous-population de référence qui sont ceux qui savent répondre à la question-accusation pointée par Antoine Aignon, sociologue, il y a déjà très longtemps, dans les années 80, et qu'entendez-vous ? Si on entend, si on entend les notes, tout va bien. C'est très, voilà, ça marche. Bon, je vais trop lentement, mais là-dedans, bien sûr, j'ai pris beaucoup de temps. Je finis ma pirouette. Bon, j'ai mis l'harmonie universelle à droite parce que bon, ils entendent quand même des choses, les musiciens, mais ils expliquent pas bien. Donc évidemment, nul Bernard Lahire ne viendra nous expliquer ses états de fait et ses socles de croyance, et c'est bien dommage. Vous voyez. Donc deuxième couche très importante, très déterminante, c'est celle du tournant expressiviste du XVIIIe siècle et de son accomplissement plus tard au romantisme, où la beauté déménage dans l'œil du spectateur, avec Hume, puis évidemment avec Kant, où l'éthique glisse vers l'esthétique, ce qui fait que, bon, eh bien, l'artiste est là pour donner une vision du monde, et une bonne vision du monde, qui sert de modèle éthique. Le beau naturel glisse vers le beau artistique, avec toute la controverse du Laocoon, qui est traitée par Lessing, par Goethe, par Winkelmann, par tout le monde. La piété des Lumières, qui est quand même le cœur de la réforme mariale, va de l'Église catholique qui voit ses fidèles partir vers le protestant. La piété de la Vierge Marie va se transformer en piété des Lumières et va fonder aussi notre devise de fraternité empathique. Vous voyez, elle va fonder l'idée de fraternité. On ne peut pas rester insensible à un frère humain qui est mis en esclavage. Et le siège de cette décision se portera dans nos cœurs, ce qui est vraiment, comment dire, ce qui naturalise, vous voyez. Donc, attendez, excusez-moi, je regarde le temps. Donc, Dieu meurt, ok, il ressuscite dans la nature source, inspiratrice de l'œuvre, il ressuscite dans l'homme, si on a une vision marxiste, il ressuscite aussi dans l'art, et il pose à l'art un problème éminemment embarrassant. Éminemment embarrassant et constant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous parler du sentiment, on va regretter que des enfants n'aient pas accès à leurs sentiments, en oubliant que ce sentiment est une vaste affaire de construction d'un Kulturarbeit, comme disait Freud, c'est-à-dire d'une association du ressenti, enfin plutôt de l'information sensorielle à une construction mentale qui est le ressenti, qui est justement le sentiment. Et cette construction, c'est ce que nous apportent les romantiques, et ils situent la morale dans ce champ-là. Donc j'ai mis des petites figures à droite pour montrer que c'est toujours d'actualité. Vous avez un film très connu chez mes étudiants qui est Into the Wild, qui qui actualise cette question-là, qui est plantée vraiment par le romantisme et le culte de la nature source. Into the Wild, c'est l'histoire d'un gars qui a de très grosses facilités sociales, qui est souriant, qui s'entend bien avec tout le monde, mais qui décide d'aller faire une retraite. Où il va comprendre le vrai sens de la vie qui est dans la vraie nature sauvage. Un petit peu, voilà, il y a un petit côté pré-Greta Thunberg là-dedans. Mais évidemment, à la fin, ça marche pas. Il a un herbier, il se trompe, il prend une plante qui est toxique et il en meurt, et il a vraiment pas d'autre pour le sauver. Et il écrit entre les lignes du Walden de Thoreau, qui est quand même un des monuments romantiques de la pensée de la nature source, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Vous voyez, donc là, on plante vraiment avec ce romantisme des choses qui sont indiquées par le très classique Caspar David Friedrich à gauche, avec cette idée de vous tourner le dos pour montrer que c'est le ressenti de ce voyageur vagabond
en haut d'une montagne et dominant une mer de nuages, qui est l'endroit vers lequel on doit aller. C'est pas vers une soumission à un dieu, c'est une soumission à quelque chose qu'il va falloir trouver, c'est-à-dire la contemplation de la nature, la contemplation de l'humain, et c'est évidemment tout le lieu de l'éducation musicale. J'y mets un petit bout de Rousseau, parce qu'évidemment, c'est avec Rousseau qu'on commence à découvrir aussi cette espèce de sentiment élégiaque qui nous amène à pleurer une nature perdue, à pleurer un bon sauvage et à organiser tout notre système de valeurs éthiques autour de ça. Tout en bas, puisque c'est une pirouette, j'ai mis Helmholtz. En même temps que la science découvre, que la science fait un peu le père de Marcel Pagnol, pour prendre le programme plutôt 6e, fait une autorité des savoirs qui découvre les microbes, qui sauve, qui guérit des épidémies, en principe. La science en musique a beaucoup de mal à aller expliquer la musique et elle va essayer de s'intéresser au timbre. Alors évidemment, ce grand savant fondateur grand contributeur à la thermodynamique avec son principe de conservation de l'énergie, va écrire une théorie physiologique de la musique fondée sur l'étude des sensations auditives. Il va participer de pleine cible, on va dire, à cette idée que la musique serait, comme dans la mathésis universelle des temps anciens, serait le moyen de trouver la place de l'âme, la place de ce transformateur de la vibration, de la sensation en émotion, qui nous indiquerait la route à suivre. Bien sûr, c'est une démarche épistémologiquement biaisée, mais historiquement très influente aussi. Donc, bon, là-dedans, toujours la lyre, bien sûr, vous êtes typiquement dans un état de fait, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas plus qu'on ne voit l'automobile. Vous voyez, Bernard Lahire dit « nulle croyance en la voiture » ou dans le réseau autoroutier, nulle reconnaissance en la légitimité de la voiture comme un mode de transport, mais une acceptation pré-réflexive de son existence et une organisation de sa vie quotidienne en conséquence. Et c'est bien sûr ce qui se passe en musique. Alors, bon, j'ai fait cette pirouette en vous disant qu'on a quand même pas de très bonnes habitudes explicatives, mauvaises habitudes explicatives prises aussi qu'après la Révolution, après avoir coupé la tête au roi et au curé, après avoir pendu les aristocrates à la lanterne, on remplit la case qu'ils laissent vide, comme dit la sociologue Nathalie Hennig dans l'élite artiste, on remplit cette case laissée vide par des artistes, par une élite artiste. On a un très fort dirigisme institutionnel qui arrive à ce moment-là, qui bien sûr est l'origine de nos institutions d'éducation et d'enseignement musical. On a un catéchisme républicain, vous savez, dans la classe, le crucifix est remplacé par quoi? Par la frise chronologique des musiciens, voire aujourd'hui par les instruments exotiques, les berimbas ou les djembés. Mais on est toujours dans cette espèce de remplacement, de présence du sacré qui ne se dit pas comme tel et qui ne s'analyse pas surtout comme tel au sein de l'école laïque, parce qu'on ne peut pas renoncer à cette chose-là. Évidemment, la forme de musicologie qui arrive à ce moment-là avec Romain Rolland, enfin un petit peu plus tard à la Sorbonne, mais la forme qui arrive, qui est liée à la biographie de Gundolf, que Gundolf fait de Goethe avec sa vie, son œuvre, on va retrouver une espèce de biographisme hagiographique. Je vous dis, les cases ne restent pas longtemps vides. Donc, on va déplacer le biographisme déplacer la géographie vers la biographie des grands hommes, avec un effet pédagogique qui est aussi extrêmement embarrassant, que j'ai figuré au-dessus avec le petit Frédéric Chopin. On vous raconte une histoire, on le voit tremblant face au piano et au grand-duc, frère du tsar de Russie, et puis on vous dit en même temps, et bien sûr, c'est là que le bas blesse, il y a d'infinies possibilités. On peut faire les sons qu'on veut avec un piano, fait des gazouillis dans les aigus, et puis fait le tonnerre qui tonne à gauche, là où il y a les sons graves. Vous voyez. Donc évidemment, ça évacue totalement la construction des connaissances, ça évacue complètement les formes de langage, ça évacue complètement le débat sur ce qu'est le beau. Est-ce que le beau est lié à une effusion sentimentale romantique? Est-ce que le beau est lié à des formes sonores en mouvement, comme le rappelle Hansik qui pointe comme Rameau dans le monocorde pythagoricien précédent,
les musiciens sentent des choses. C'est pas pour ça qu'ils les mettent bien en forme, mais en cycle, sans l'idée d'une résonance. Pour lui, les formes sonores en mouvement vont avoir une influence quasi magnétique sur notre système nerveux, vont avoir une influence qui passe pas par la volonté. Il va y avoir une idée de résonance, de syntonisation, comme dirait Julia, de résonance émotionnelle, comme dirait Humberti, d'accordage affectif, comme dirait un psychologue du développement capital qui est Daniel Stern. Mais évidemment, il ne le plie pas de la bonne façon. Mais l'idée, vous voyez, d'une possibilité d'union sans passer par toutes les constructions du langage est extrêmement présente et signifiante à partir de ce moment-là. Alors, évidemment, au secours, la pédagogie s'en mêle, ça commence mal, bien sûr, ça commence avec le chant choral patriotique et républicain, avec la petite figure de droite qui dit que il va falloir choisir parce qu'on est libre, mais en même temps, vous voyez, cette espèce de promotion du chanter ensemble est quelque chose d'important. Quand Lang, en 2000, cite Saint-Exupéry pour dire avoir lu le même livre, c'est un peu avoir habité la même maison, il parle d'une chose très importante, c'est le vécu collectif. Vous voyez. Et le vécu collectif, c'est aussi à l'art de l'organiser. Quand George Snyder, qui est un des pères de l'éducation musicale, dit que la joie est une chose importante et que cette joie repose dans la découverte et l'usage des chefs-d'œuvre, il dit aussi quelque chose d'important et de peu démontrable qu'on aurait tort de moquer à travers cette panthéonisation des œuvres et des techniques, qu'on aurait tort de moquer à travers un chant choral qui effectivement fait vibrer ensemble, mais qui, bien sûr, dans cette forme-là, est éminemment critiquable. Bon, vient ensuite l'offensive Nivelle, le chant patriotique et républicain ne marche plus, perd sa virginité, on va dire. Le paradigme du progrès dans l'art périme cet art institutionnel très sclérosé de l'architecture éclectique, par exemple, qu'on a au XIXe siècle, et fonde la nouvelle forme d'expression artistique. Il y a aussi les développements pervers du nietzschéisme dans le domaine de la politique. Là, je pointe quelque chose qui est embarrassant aussi. Et on n'habite pas la même maison, le film de Vercors. Et on a tout ce qui se passe autour de Monteverita, qui est un petit village, enfin une maison près du lac de Comme en Italie, où tous les intellectuels du XXe siècle vont se réunir, inspirés par l'idée d'une redécouverte nietzschéenne de l'Antiquité, de sa sauvagerie et de sa force, et vont inventer la danse moderne avec Marie Wigman, la notation de la danse avec Rodolphe Laban, mais aussi la méthode rythmique de Dalcroze qui lie le mouvement, la sensation, le lever-poser, le déséquilibre, équilibre, et qui reste encore une des méthodes majeures d'éducation musicale aujourd'hui. On va évidemment sortir du champ patriotique et républicain avec les progrès de la psychologie de l'enfant, avec l'idée de la découverte piagétienne de la pensée sensorimotrice, de l'intelligence sensorimotrice, mais tout cela va bien sûr déboucher sur la catastrophe du néoclassicisme et de la brutalité de la Seconde Guerre mondiale. Sans oublier bien sûr les Italiens qui vont vanter la guerre dans le manifeste du futurisme et qui sont quand même des œuvres absolument majeures. Seulement, quand on est parti dans cette idée du biographisme hagiographique, ces gens-là ne sont absolument pas des saints et pourtant leurs œuvres sont importantes. Donc vous voyez, on se trouve dans une espèce de paradoxe qui est extrêmement mal géré et dont on sort extrêmement mal. On sort très mal parce que après Auschwitz, comme dira Adorno, écrire un poème, c'est un acte de barbarie. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation musicale après cette époque-là? Eh bien, on va essayer de faire valoir l'autre axe de la culture, l'autre définition de la culture, qui sera plus le bénéfice collectivement émancipateur du panthéon de radiotechnique, mais qui sera une somme d'outils au service de l'intériorité et du développement personnel de l'être, de l'individu, qui va apporter une puissance de singularisation et d'expression. Ce qu'on voit très bien, par exemple, dans les travaux d'Odile Tripier, qui montrent bien ici comment l'enseignement des chefs-d'œuvre, les listes de chefs-d'œuvre, l'écoute, et puis les principes de nomination par Danoser disparaissent complètement au profit de la relativité des œuvres, de l'apprentissage, mais duquel et de la pratique. Vous voyez, donc la pratique arrive ici déjà pour nous permettre d'éviter ce gouffre épistémologique qui n'est pas tenable en une heure de musique et dans une formation de prof,
mais qui pourtant, et pour lequel plutôt le prof a quand même son mot à dire parce qu'il est celui qui peut peut-être bien comprendre ce qui s'est passé et comment on se situe au 20e et au 21e siècle, les valeurs de référence. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr l'idée de la musique sans les notes, avec la découverte du magnétophone par Pierre Schaeffer et toute la musique concrète qui en sort, qui est un moment très important. Mais pourquoi? On est resté un peu figé dessus. On trouve aussi l'art brut avec l'idée de la figure de l'enfant, du fou, du sauvage qui évite tous ces problèmes de culture qui ne sauvent pas. On trouve aussi l'ouverture aux musiques des autres que j'ai figuré par la petite frise en bas où on a tous ces instruments, ces djembés, ces derboukas et des instruments très indomptables donnés par des enfants qui, pour le coup, sont cul de jatte, donc ne bénéficient pas de toute la dimension motricité qu'on avait chez Dalcroze. On a aussi un phénomène qui est terrible, qui est le fait qu'avant, la musique, pour l'avoir, il fallait la faire. Petit à petit, après-guerre, se développent les moyens techniques de stockage de la musique, et comme toute fonction non sollicitée disparaît, eh bien, nos compétences musicales bénéficient à la fois d'une musique qui va évoluer vers la fin des mélodies chantables, avec Gainsbourg, par exemple, entre le début et la fin de sa carrière, fait tout à fait autre chose, mais va amener aussi une diminution de notre sollicitation de capacité de mémorisation. Donc, je continue la petite balade. Si on veut penser la chose sérieusement… Une chose, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, formidable. J'avais la montre, mais voilà, si on continue la petite balade, si vous voulez penser ces choses-là, il va falloir les penser à travers des choses difficiles comment dire, à attraper. Par exemple, la façon dont Charles Taylor définit la nature source, le talent expressiviste, et surtout la notion des hyperbiens. Pourquoi est-ce que telle œuvre périmerait telle autre? Pourquoi est-ce que tel bien symbolique périmerait tel autre? Voyez? Et comment on va construire une société par rapport à ça? Donc, je sais pas, voilà, c'est tout à fait pensable, mais c'est pas forcément la chose qu'on vous met au programme quand on vous forme en SP, en éducation musicale. Or, c'est de là que viennent tous les programmes, que viennent toutes les difficultés. Donc, bon, je vais sauter. Tiens, petit exemple. Condorcet suppose que le genre humain n'en restera pas moins partagé entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent, celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves, si on n'est pas capable de se forger par sa raison et par son instruction la compréhension de ces nouveaux principes des droits de l'homme qui ne peuvent pas descendre du ciel comme des tables de la loi qu'il faut adorer et croire. Ici, j'ai situé un petit peu, oui, alors, par exemple, toute la question cruciale, c'est celle de l'éducation morale et civique, ou non, je ne vais pas passer là-dessus. Enfin, voilà, si on plie les valeurs de notre culture, de notre modernité à travers les chansonnettes, il ne faut pas s'étonner que d'autres proposent des chansonnettes très différentes. Si on plie la valeur de l'œuvre en évacuant la dimension sacrée, en essayant pas de la comprendre, eh bien, et en se contentant d'une affaire d'engagement, eh bien, on va se coltiner devant le problème. Le point que je voulais pointer, c'est celui de la pratique. La pratique, quelle est cette solution pratique à toutes ces difficultés? Est-ce qu'on fait de la pratique en éducation musicale? Je disais au tout début, bon, si je suis passé par la pratique musicale qui était sur la base du volontariat, d'une pratique orchestrale, d'une pratique où il y avait quand même beaucoup d'heures de cours. Mais quel est le type de pratique qu'on fait ici? Est-ce que ce n'est pas une pratique qui va servir simplement à faire chanter les gens ensemble, mais qui ne va pas forcément faire sens? Alors, je voudrais vous pointer un petit exemple de ce que j'entends par pratique et de ce qu'on entend par pratique en musique. Donc, je vais vous demander de lancer un petit exemple de ce que fait la musique, qui est un extrait du film de Friedrich Apis, L'Auberge espagnole, et qui vous dit bien que la musique, c'est pas forcément le rapport scriptural scolaire qu'on propose quand on est prof de musique. Donc voilà, un petit coup d'auberge espagnole autour de la musique. Ah, c'est incroyable, t'as plein de trucs que j'ai. Tiens, t'es allé faire Catoré aussi. Toi aussi? Ouais.
tu fais demain? Et il y a ma copine Sabine qui vient de Belgique. Ah, super. Attention, tu n'as... Montrer mon écran. Voilà, je montre mon écran. Donc, les pratiques musicales, il y a des gens qui en parlent. Vous voyez, les pratiques rock et échecs scolaires. Il y a tout le groupe Escole qui a travaillé après Bernard Charlot sur la question du rapport aux savoirs musicaux. Il y a le très ancien livre de Gilles Boudinet. Il y a le très récent livre de Florence Éloi. Et effectivement, là-dedans, il faudrait peut-être s'intéresser à ces pratiques musicales. Et nous aussi en parler. La pratique, ce n'est pas simplement la pratique de concert, c'est-à-dire celle qui sert à répondre à la question qu'entendez-vous. C'est pas celle qui sert non plus à faire marcher un panthéon de chefs-d'œuvre. C'est quelque chose d'extrêmement vaste qui rend pas forcément intelligent, qui développe pas le sens critique, qui fait du lien social, qui permet de draguer les filles, qui permet de faire de l'air guitare, ce qui n'est pas non plus un exemple de compétence très important. Mais l'ensemble des pratiques musicales devrait être pris en compte si on veut avoir une éducation qui touche quelque chose de réel, vous voyez, qui ne se contente pas de pointer un univers très étranger, mais très légitime, une culture très froide et très intéressante, mais pas réelle. Voilà. Donc finalement, j'en reste là pour passer aux questions. La musique, on en a besoin. Et puis du mythe de Teuss sur le pharmacone jusqu'à nos jours, où finalement, comment dire le monde autrement que par des séries, que par des œuvres. Vous voyez ce que vous dit Black Mirror, par exemple, produit par Endemol, qui a produit quand même des cochonneries comme le Love Story. Ça vous dit, ça vous montre et ça vous permet de prendre de la distance par rapport à la vie dans laquelle on est, le monde réel dans lequel on est. Et c'est une œuvre. Et ça ne passe pas forcément par une explication, ça passe par une action et ça fonctionne. Et on n'a rien d'autre. Vous voyez. Donc, bien sûr, la musique, c'est l'homme, mais il faut qu'on garde à son service des gens qui vont pouvoir nous dire, comme avec Andersen, que le roi est nu, que les habits neufs de l'empereur sont peut-être trompeurs, que la petite marchande d'allumettes, c'est déjà pas mal, qu'avant de mourir, elle ait une belle vision de sa grand-mère. Et ça, c'est justement ce que devrait être le boulot de l'éducation musicale, plutôt que de simplement en rester à une pratique de concert et à des formes de savoir qui sont exclusivement géré par référence à la pratique de concert. Ça est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Guérard, de cette présentation particulièrement riche et directionnelle, avec des supports à la fois théoriques de l'ordre de nombreux champs culturels. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais peut-être que pour commencer, moi, ce qui m'aurait intéressé, voilà, à moins qu'une question arrive, c'est d'avoir peut-être un avis sur un certain nombre d'expressions qu'on retrouve dans les programmes, tels que la culture commune, par exemple, les fondamentaux, voilà, il y a ces injonctions qui sont censées, comment dire, des questions de relier un petit peu les savoirs. Est-ce que la pratique, qui ne serait pas une pratique d'air guitare ou d'écoute, enfin, qui ne serait pas une pratique de concert, quelle pratique permettrait peut-être de réconcilier un petit peu ces injonctions avec une approche critique? Bien sûr, j'entends. L'idée du plaisir musical partagé, c'est un doux rêve, comme l'idée d'un Dieu unique, vous voyez. L'idée des pratiques pour régler tous les problèmes épistémologiques posés par l'explication, alors que la musique est aussi portée par des paroles et qu'elle est avant tout portée par des paroles. Elle existe après, mais parce qu'il y a un cadre autour dont les paroles participent qui la rendent belle. Cette idée de la pratique, vous voyez, elle ne tient pas parce que finalement, des pratiques, tout le monde en a autour de soi. Vous voyez, le mâle canari va apprendre des chants qui ne sont pas déterminés génétiquement, comme rappelle Verlet à Paris 10, mais il va réapprendre des chants parce qu'il va pouvoir être l'alpha mâle qui va être le plus séduisant et le plus apte à déclencher la pamoison de la femelle canari.
voyez, donc on fait un petit peu la même chose. C'est ce que fait un peu Romain Duris dans l'exemple que je vous montre. Et ça, c'est une pratique musicale. Seulement, c'est une pratique qu'on ne voit pas, parce qu'on ne la questionne pas, parce qu'on ne pense, du fait de cet état de fait, pour prendre les termes de Lahire, de cette espèce de choses qui nous déterminent, comme la voiture détermine nos vies quotidiennes sans qu'on ait une théorie de la voiture, cet état de fait qu'on ne voit plus ces choses-là. Or, bien sûr, il faudrait arriver à voir ce qui est le plus important, c'est-à-dire comment s'organise le Kulturarbeit, comment s'organise la capacité à ne plus être seul après un drame amoureux, par exemple, quand on écoute Claude François et qu'on fait des délectations moroses, parce que d'autres ont fait avant de la délectation morose. Quand on trouve que le monde est vide de sens, on peut toujours aller chercher Hamlet et son Walking Shadow et son acteur que plus personne n'écoute. Donc, bien sûr, il faudrait sortir de l'idée qui est finalement très liée à la sécurisation des parcours d'un enseignement musical pyramidal qui se replie sur la musique pour permettre de continuer à former des musiciens pratiquants. Et je ne pense pas qu'on puisse se passer complètement de la pratique professionnelle, loin de là. Mais vous voyez, cette idée de pratique, il faut vraiment l'étendre. Il faut l'étendre au bénéfice, par exemple, de l'ethnomusicologie, où on a des pratiques qui ne sont pas des pratiques virtuoses. Il ne faut pas, comment dire, se mettre à sauter sur sa chaise en disant la pratique, comme on le fait aujourd'hui, en faisant finalement un simulacre de pratique où la question de l'expressivité, de la construction de l'individu par des objets techniques acquis qui permettent et des références culturelles qui permettent justement d'avoir un meilleur ancrage avec son passé et une meilleure force face à son futur disparaissent. Or, hélas, dans cette énorme transposition didactique de ce qu'est la musique, et bien souvent ça se perd. Vous voyez. Alors, la question qui est posée dans le chat, c'est quand même la question du faire. Est-ce qu'on est en échec en essayant quand même de faire? Oui. Et le faire à repasser, comme disait l'autre. Eh bien, faire, par exemple, quand vous parlez d'une musique avant de dire maintenant place à la musique, bah, vous êtes aussi dans le faire. Et puis le faire, excusez-moi, mais pour arriver à maîtriser passablement mal un instrument, ça vous demande pas mal de moyens et pas de mal d'exercices de pratique délibérée, 10 000 heures pour former un musicien. Alors, je dis, c'est pas une question élitiste. Et je suis pas en train de défendre une pratique qui serait la pure, comment dire, qui serait une pratique de haut niveau. Se faire plaisir à jouer ensemble, avoir une relation qui soit la même que celle qu'on éprouve quand on fait de l'alpinisme, de responsabilité, de solidarité, de courage face à ses coéquipiers, la même qu'en voile. Vous voyez, il y a quand même d'autres ingrédients du saisissement de ce système de valeurs modernes qu'on a tant de mal à mettre en mots. En musique, on peut le faire, mais il ne faut pas que ce soit un simulacre. Si la pratique est finalement un simulacre qui permet à des artistes de valoriser, par exemple, leur production et leur fin de vie, pédagogique, on va dire, eh ben ça ne marche pas. Là, excusez-moi, je suis très. Et alors, il y a une question, la même personne demande en fait s'il n'y a pas un autre terme qui pourrait qui pourrait remplacer le mot pratique. Qu'est-ce qui pourrait être? Mais non, il va très bien ce mot. Il va très bien. C'est la définition extrêmement restrictive qu'on a de la pratique à la seule pratique de concert qui ne va pas. Il va très bien le mot, parce que c'est pratique, ça se fait la musique. La musique fait faire des choses et elle est une action. Elle est un faire, je sais pas moi. Voyez, écouter un tango comme Gira Gira de Gardel en se disant oh mon pays est loin, ben, c'est un faire. Vous voyez. Écouter, partager une playlist avec une petite copine au collège, c'est un faire. Faire un petit peu de Airbnb sur un banc dehors, comme le montrent les exemples de Florence Eloi, bah, c'est aussi un faire. Mais évidemment, c'est pas le faire de la pratique de concert. Et c'est ça qui pose problème, puisque toute la hiérarchie qui découle de ce pouvoir explicatif qui vient de l'initiation à la musique écrite est le seul reconnu aujourd'hui et sélectionné. Donc, bien sûr, quand vous avez des gens, des profs formés, vous n'allez pas leur raconter des choses aussi inabordables que je présente aujourd'hui. Et pourtant, il faudrait, parce que si on veut reprendre la question qui vient avant dinosaure ou petit Jésus,
Si on veut, par exemple, dire comment la musique à la fois sert à dominer les peuples en faisant des fêtes, sert par exemple à faire croire ce qu'on raconte au journal de 20 heures parce qu'on met un fond musical et que c'est pas la même musique que quand on a l'argument avec lequel on est d'accord, il va falloir sortir de cette définition purement pratique de concert pour rentrer dans une autre forme de définition du musical. Et ça, évidemment, ça engage une vaste réforme des structures de formation. Et c'est très difficile de dire ça aujourd'hui, à l'heure où ça se réduit. Vous voyez, quand on avait 300 heures pour faire la formation d'un institut en musique, on ne peut pas faire la même chose que quand on a 30 heures. Et bien sûr, ça disparaît. Et il ne faut pas que ça disparaisse, parce que sinon, on va perdre cette capacité d'expérience qui est irremplaçable. Mais même en 30 heures, là, il y a une autre question qui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces nouvelles acceptions, on pourrait dire, de la pratique pour comment dire, introduire une éducation à l'esprit critique? Alors, 2 questions là-dedans. La première, est-ce que la prescription et l'explication découlent logiquement l'une de l'autre? La réponse est non. Comprendre, c'est utile, ça permet éventuellement de faire marcher un esprit critique, mais prescrire ensuite, c'est pas facile. Humberti disait ça d'emblée. M'embêtez pas quand il faisait en 69 son excellent bouquin sur le développement des compétences musicales. M'embêtez pas avec les programmes, avec les classes d'éveil artistique. Ça m'intéresse pas. Moi, j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Alors déjà, un truc qui serait utile, c'est de ne pas avoir une pratique, une explication totalement étrangère aux pratiques. Ce qui est là, c'est le cas. Vous voyez, ça serait déjà un bon début. Vous voyez, on a par exemple des gens qui nous ont dit que l'enfant passait du sonore au musical, on a découlé tous les programmes et toutes les pratiques et tous les fers d'éducation musicale sont passés par là, alors qu'on sait pertinemment depuis plus de 50 ans que le schème tonal, les schémas du système tonal sont exploités statistiquement comme des régularités de l'environnement et qu'on développe en écho, en réaction, des schèmes qui permettent de traiter l'information en faisant des résumés qui sont de l'ordre de tension et de détente portés par de l'harmonie fonctionnelle. On le sait. Pourquoi est-ce que les pratiques musicales ont été des pratiques d'éveil musical? On allait frotter des bouts de polystyrène, taper sur des machins et finalement ne pas du tout apprendre ce code qu'on trouvait à l'état exemplaire dans des chansons âgées, des chansons enfantines simples, qu'on a voulu chasser parce que c'était moderne, il fallait faire autre chose. En fin de compte, il fallait aussi caser les systèmes de pensée esthétique des compositeurs qui ne voulaient absolument pas entendre parler d'harmonie tonale à ce moment-là et qui étaient les seules personnes autorisées à donner leur avis dans le monde de la pédagogie musicale. Donc arrêtons de faire finalement n'importe quoi avec le faire et envisageons ce qu'est réellement le faire musical, qui n'est pas simplement ce que les musiciens, les artistes, seules personnes dignes de foi et de prise de parole en disent. Alors, la conférence arrive à sa fin avec les questions. Peut-être une chose à méditer. Moi, c'est vrai qu'en écoutant, j'ai comment dire, retenu ce tableau de Caspar David Friedrich. Et c'est vrai que l'idée de tourner le dos peut-être pourrait être une manière de résumer des postures à prendre. Tourner le dos à l'écrit, tourner le dos aux sentiments, tourner le dos à la nature, tourner le dos aux œuvres, mais en même temps, il ne tourne pas du tout le dos à la nature. Absolument. Regarder tout ça bien oui. en face et les prendre en jeu dans leur diversité et leur complémentarité ou leur opposition, même leur contradiction. Donc, je ne sais pas si on peut conclure là-dessus, mais il y a d'autres questions qui sont arrivées et on pourra y répondre par écrit et par mail par la suite. Je crois qu'on va pouvoir conclure et peut-être un mot de la fin, Laurent Guirard. Je vous ai dit, c'est une pirouette. Je ne peux pas faire en 1 heure plus qu'une pirouette. Mais effectivement, il faudrait questionner la définition de la pratique et à la fois la pratique pour ne pas penser, ce qui finalement est le pendant de ce qui se passe en musique, c'est-à-dire on blablate, et puis à la fin vient le moment où on tire la nappe, on dit maintenant place à la musique, et ce blabla finalement est irréfutable et
inquestionnable dans des termes scientifiques, dans des termes de raison résonante, comme on le fait à l'école et où on sollicite le sens critique, parce que finalement, ce qui compte et ce qui est l'objet, c'est la musique, mais ça parlera dans sa propre langue. Donc, vous voyez, tout ce discours qui finalement est une herméneutique, qui est une exégèse, qui est un métalangage, eh bien, pensez à le critiquer et à le penser en soi-même. Vous voyez, il y a des montreurs de musique, il n'y a pas de musique, il y a des montreurs de musique. Et ça, c'est un propos que sortait déjà il y a bien longtemps Aignon, qui serait peut-être à revisiter aujourd'hui. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des recherches qui sont là. Florence Éloi a fait un bouquin que je ne trouve pas sur le site EduScol. Tous les gens qui ont travaillé dans l'équipe de Bernard Charlot sur le rapport aux savoirs musicaux pensent ces choses-là. Il y a de la matière. On sait que ces dispositions face à l'art et ces rapports au savoir sont des choses éminemment déterminantes, sont vraiment là que ça se passe et que là que les changements et que les distinctions s'opèrent. Mais ils n'entrent jamais ils sont jamais évoqués dans le champ des formations académiques d'éducation musicale, et c'est ça qu'il faudrait peut-être changer, parce que c'est déplorable. Voilà. Bien, nous allons nous arrêter sur cette dernière constatation. Un grand merci et un merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et donc, les choses restent en ligne et il va y avoir des compléments au niveau des questions. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.